Jeudi 4 janvier 2024, au programme, jamais 203. Après avoir combattu à l'UFC 100 puis à l'UFC 200, Jim Miller se verrait bien participer à l'UFC 300. Suite à la publication d'une photo sur les réseaux sociaux, TJ Dillashaw laisse planer le doute sur un possible retour à la compétition. Dricus du Plessis sous-estime-t-il Sean Strickland? On reviendra aussi sur toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Le 18 octobre 2008, lors de l'UFC 89, Jim Miller faisait ses grands débuts à l'UFC. Aujourd'hui, près de 16 ans plus tard, il est toujours là. 42 combats à son actif à l'UFC, 25 victoires. Il a participé à l'UFC 100, à l'UFC 200. Il a gagné d'ailleurs sur ces cartes-là. Son prochain combat est prévu pour le 14 janvier, mais il a dans un coin de sa tête l'envie de combattre à l'UFC 300. Alors il a confié qu'il ne voyait pas après ce combat, il ne sous-estime pas son adversaire du 14 janvier. Mais forcément, quand tu as participé à l'UFC 100 et à l'UFC 200, tu veux être de la carte de l'UFC 300. Il a aussi confié que pour l'UFC 400, c'est sûr et certain, il ne sera plus là. Il a 40 ans aujourd'hui, mais il se verrait bien commenter l'événement. Il a d'ailleurs commencé à commenter des événements locaux dernièrement. Il y a pris beaucoup de plaisir. Alors il l'a dit, si je peux combattre à l'UFC 300 et dans quelques années commenter à l'UFC 400, ce serait vraiment génial. On lui a demandé s'il comptait prendre sa retraite lors de l'UFC 300, donc il a dit que c'était pas prévu. Il a dit non, pour l'instant c'est pas prévu et moi j'aime pas prendre des décisions sous le coup de l'émotion, j'ai pas envie de prendre ma retraite dans la cage parce que l'instant s'y prête. Il dit moi je veux apprécier mon dernier camp d'entraînement, je veux apprécier ma dernière marche jusqu'à la cage, je veux que ça représente quelque chose pour moi, donc tout ça ce sera réfléchi. Et il explique que quand il a combattu à l'UFC 200, il pensait que ce serait son dernier combat. Il dit voilà, j'avais aussi combattu à l'UFC 196 et pendant le camp d'entraînement j'avais mal partout, j'avais du mal à me déplacer et 3 jours avant mon combat à l'UFC 196, on me détecte la maladie de Lyme. Il dit donc c'était terrible, je me suis dit allez ça y est, je me fais mon dernier camp d'entraînement pour l'UFC 200 et puis finalement ça s'est bien passé tout ça, donc il s'est dit que ce serait pas son dernier combat. Il a aussi expliqué que pour l'UFC 300 il ne choisirait pas son adversaire. Il dit moi j'ai jamais fait ça, aujourd'hui si on m'offre un gros nom, si on m'offre un Pimblet, il dit même si on m'offre un Conor McGregor, je dirais pas non. Bon, il sait bien que ça n'arrivera pas, mais voilà. Il dit moi j'ai jamais choisi mes adversaires. Aujourd'hui, si on me propose un gros nom, je le prends, mais sinon, ce qui compte, c'est de combattre et c'est de faire un combat qui soit fun, pour les fans. Il explique aussi que dans tous ces combats, ces 42 combats à l'UFC, 25 victoires, je le répète, qu'il ait perdu ou gagné, il pense qu'il y a eu un seul combat qui a été chiant pour les fans, c'est le combat contre Joe Solecki. Il dit voilà, c'est un combat que même moi, je n'ai pas du tout aimé parce qu'il ne s'est rien passé du tout. Donc je suis désolé pour ce combat, mais tous mes autres combats, je pense que ça a toujours été des très beaux combats pour les fans. On lui a aussi demandé s'il se verrait bien affronter Tony Ferguson. Il dit oui, forcément. Il explique que le run de Tony Ferguson, sa série de 12 victoires de suite, si je dis pas de bêtises, a été légendaire. Il dit pour moi, c'est la plus belle. Il dit parce que tous les combats étaient intéressants, tous les combats étaient sanglants, il a eu beaucoup d'adversité et à chaque fois, c'était beau à voir. Donc je mets son run tout en haut de ma liste. Il explique qu'il y a quelques années, si les deux s'étaient affrontés, il aurait très certainement perdu, mais qu'aujourd'hui, les choses ont changé et qu'il pense avoir le dessus. Je lui donne pas forcément tort. Il a aussi expliqué qu'avant de se retirer, il voudrait combattre proche de chez lui. Donc il vient de l'état du New Jersey ou de New York, je sais plus. Il dit voilà, j'aurais aimé être sur la carte du mois de novembre. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ce serait bien parce que si je peux combattre à New York ou dans le New Jersey, ma famille peut venir, mes amis peuvent venir et ça pourrait être une très belle occasion de prendre ma retraite. Il a aussi expliqué qu'il était le recordman de combat à l'UFC avec 42. Je crois que derrière lui, c'est Andrei Arlovski. Il a d'ailleurs dit que c'était bluffant parce qu'Andrei Arlovski, il le regardait combattre quand il était au lycée. Il dit mais du coup, c'est bizarre. Arlovski, il combattait quand j'étais au lycée. Puis finalement, c'est moi qui ai plus de combats que lui. Il dit voilà, je suis très fier d'avoir ce record. Et il dit maintenant, je continuerai pas à combattre pour entretenir ça. Il dit si je dois me retirer, je me retirerai. J'ai pas envie de faire le combat de trop juste parce que j'ai envie d'être le gars qui a le plus de combats à l'UFC. Que Jim Miller, légende du sport, légende de l'UFC, forcément pas le nom le plus connu si vous avez rejoint le sport il y a quelques années. Je rappelle qu'il est arrivé en 2008. Il a combattu Cerrone, il a combattu Henderson, il a combattu Pettis, gagné, perdu, c'est pas grave, mais c'est vrai qu'il a toujours offert de magnifiques combats. J'espère le voir sur la carte de l'UFC 300, mais il ne faudrait pas qu'il lui arrive un pépin le 14 janvier, qu'il soit blessé. D'ailleurs, il a déclaré que s'il combattait au mois de janvier, puis sur la carte de l'UFC 300, ça fait, je crois, depuis 2016 qu'il n'a pas eu 2 combats aussi rapprochés. Il a dit, je me trompe peut-être, mais je crois vraiment que là, ce serait mon retour le plus rapide. À 40 ans, il faut quand même le souligner.
Des nouvelles maintenant de Brice Mitchell qui a pris ce terrible KO au dernier UFC contre Josh Emmett. Voilà, il est revenu sur sa vie, il dit ouais, en ce moment je suis en train de construire ma maison, je suis en train de construire un poulailler dans un ancien octogone, et puis je suis aussi en train de construire une grange. Et le journaliste lui pose une question très intéressante, il dit ouais, ça doit être super intéressant de construire une grange, etc., de faire tout ça par toi-même. Aujourd'hui, si on te propose soit de continuer à construire ta grange, soit de continuer à combattre, tu peux en choisir qu'un, tu choisis quoi? Et il dit ah, c'est un choix difficile, mais bon, je dirais que le combat, ça fait partie de moi depuis des années, c'est quelque chose que j'aime vraiment, donc je choisirai le combat. La question, je la trouve magnifique parce que je vous ai dit la dernière fois, j'ai peur que Brice Mitchell, sa vie ne soit pas assez centrée sur les arts martiaux, pas assez centrée sur l'entraînement, qui se disperse un peu et qu'il ne puisse pas atteindre son plein potentiel. Donc j'ai trouvé la question super intéressante. Il a aussi dit qu'il ne regrettait pas d'avoir pris le fight. Il dit si c'était à faire, je le referais. J'ai gagné énormément d'argent, ça va mettre ma famille à l'abri, ça va mettre mon fils à l'abri. Je vais pouvoir lui offrir l'enfance que moi j'ai pas eu. Il dit moi j'ai eu une enfance, je me plains pas, mais ma mère avait toujours du mal avec l'argent. Fallait toujours chercher de l'argent et c'est quelque chose que je n'ai pas envie que mon fils connaisse. Il explique qu'il s'était pas entraîné depuis le combat contre Igué. Il dit bah non, j'étais à fond dans ma construction de maison, je vais devenir papa, tout ça, donc je m'étais pas vraiment entraîné. Mais c'est pas une excuse. J'ai décidé de prendre le combat. Je pensais que je pouvais gagner. Et il explique aussi que le KO risque de tourner en boucle sur les réseaux sociaux, mais que ça ne lui pose pas de problème, excusez-moi. Il dit moi ça m'a permis de sécuriser ma vie, c'est le jeu. Il se rappelle s'être réveillé dans l'ambulance, il se souvient pas avoir parlé dans la cage, s'être levé dans la cage, avoir serré des mains. Il dit je sais même pas ce que je leur ai dit, j'ai peut-être dû leur dire que tout allait bien, que j'étais peut-être même prêt à continuer à combattre. Il dit je pense que ça devrait faire partie du protocole, que dès qu'un combattant se réveille, on l'emmène tout de suite dans l'ambulance, parce que voilà, c'était dangereux pour moi de rester dans la cage. Et il explique aussi qu'il a besoin maintenant d'un long camp d'entraînement pour son retour. Il dit voilà, je peux pas faire que prendre des short notice. Si on me propose un short notice et je vais le reprendre, que ce soit 10 jours ou 2 jours, mais pour ma carrière, j'ai besoin d'un long camp d'entraînement. Il dit là, mes coachs me conseillent de faire 6 mois sans sparring. J'aimerais bien déjà faire 4 mois et puis voir après ce que ça donne. Il dit maintenant voilà, je vais écouter mon corps, je vais voir comment je me sens, puis je reviendrai en fonction. Et il explique aussi que sa confiance n'a pas du tout été ébranlée suite à cette défaite et puis la défaite qu'il y avait eu avant contre Topuria. Il dit, tu sais, on me vendait comme un gars qui était invaincu, mais j'ai perdu chez les amateurs, j'ai perdu quand j'étais gamin, je me faisais frapper par d'autres enfants. Donc la défaite, c'est quelque chose que je connais et ma confiance n'est pas du tout ébranlée, je suis convaincu d'être le meilleur. Donc on lui souhaite le meilleur pour la suite. Moi c'est un combattant que j'aime bien, c'est un combattant que j'ai cru pendant un moment qu'il allait avoir la ceinture. Et puis plus je m'intéresse à lui, plus je vois ce qui se passe dans la cage. Je vous le dis, je pense que le gros point noir de Brice Mitchell, c'est qu'il lui manque peut-être une grosse structure, vraiment un cadre sérieux autour de lui qui puisse tourner sa vie vers les arts martiaux mixtes. J'espère que ça viendra pour la suite. Puisque je vous parle de Brice Mitchell, je vous parle de son dernier bourreau, Josh Emmett. Il avait dit il y a quelques semaines, j'aimerais affronter Max Holloway. Et là, il a fait un petit clip sur les réseaux sociaux. Il dit je veux mon combat pour la ceinture et le gars qui va m'offrir ce combat pour la ceinture c'est Max Holloway. Si je l'affronte et que je le bats, j'ai forcément ma chance. Là je suis d'accord avec lui, sauf tremblement de terre, sauf je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais une victoire contre Holloway, sûr et certain, ça lui verrouillerait le combat pour le titre. Un petit mot maintenant de Khamzat Chimaev. Il a posté des photos sur les réseaux, il les a tout de suite retirées. On sait qu'il avait été blessé dans son combat face à Ousmane, blessé à la main, mais il a aussi été très malade. Je vous passe les photos là. Je sais pas vraiment ce qu'il a eu, il n'y a pas eu plus d'explications que ça pour l'instant. Là j'enregistre, il est 9h30 du matin, il y en aura peut-être d'autres, on va peut-être lui poser des questions. Il a été malade, vraiment ça fait mal à voir. Alors lui il avait déjà eu un Covid grave, on s'en rappelle, il avait dit qu'il prenait sa retraite parce que le Covid l'avait trop détruit. Là il a de nouveau une maladie, alors soit c'est un gros poissard, soit il a une fragilité de base, je sais pas du tout. Mais honnêtement, quand j'ai vu les photos, je comprends pourquoi il n'a pas combattu depuis un certain temps. Il a expliqué que lui, ce qu'il voulait, c'est combattre. Il voulait être actif, mais quand il a eu ça, forcément, il ne pouvait pas l'être. On reste dans la catégorie des poids moyens avec Marvin Vettori et Brendan Allen qui vont s'affronter le 6 avril prochain. Très content pour Brendan Allen, j'ai de gros espoirs sur lui, j'ai vraiment l'impression que dernièrement il s'est mis dans le sens de marche, il a trouvé sa vitesse de croisière, il enchaîne les victoires. Très content pour lui. Marvin Vettori, c'est un peu plus compliqué, hein. Il avait eu sa chance face à Adesanya. Il avait perdu un premier combat de contender face à Adesanya. Une fois qu'Adesanya a pris la ceinture, il a de nouveau eu sa chance. Combat très serré. Il a été loin d'être ridicule dans ce combat. Et après, il a alterné victoire-défaite, victoire-défaite. Là, il reste sur une défaite face à Jared Cannonier. Il a intérêt d'avoir les idées claires quand il va affronter Brendan Allen parce que lui, c'est le contraire. Il est sur 6 victoires de suite. 6 belles performances, en tout cas selon moi. Brendan Allen, ça le mettrait tout de suite dans les conversations intéressantes, peut-être à 1 ou 2 combats du titre. On sait qu'il se passe beaucoup de choses là-haut chez les poids moyens. Il y a Chimaev qui va revenir. Bon, voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est une belle étape pour lui. Je continue dans cette catégorie. J'ai vu une photo et une vidéo passer de Roman Dolidze, futur adversaire de Nassourdine Imavov, et je le trouve massif, vraiment. Alors peut-être que Imavov, je
Je suis un peu perdu parce qu'il a une morphologie assez longiligne, mais Dolidze, j'ai l'impression que c'est un buffle. Je sais pas ce que va donner ce combat. Je dis pas que parce qu'il est plus costaud, il va le battre, forcément. On sait très bien, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais peut-être dans certaines phases de lutte, ça peut gêner Imavov, qui pourtant est un bon lutteur. Mais voilà, je voulais vous passer la vidéo. Vous allez voir, il y a un moment dans la vidéo où Dolidze, il est accroupi. Il a vraiment l'air ultra massif, ça m'a choqué. Je sais pas où en est Imavov en ce moment physiquement. Mais je trouve qu'il y a une grosse différence entre les deux. Maintenant, forcément, ça veut pas dire que Imavov va se faire rouler dessus juste parce qu'il a un déficit physique. Ensuite, Bonical, futur espoir des poids moyens aussi, a donné son avis sur Leon Edwards. Et il pense qu'il y a beaucoup de gars qui peuvent lui poser problème, notamment Khamzat Chimaev. Il dit ouais, je pense que s'il descend, sa lutte peut poser un gros problème à Edwards. Je lui donne pas tort. Et il explique aussi que Makhachev pourrait monter, mais que dans ce cas-là, il faut faire attention parce que Edwards a un très bon striking. Je suis d'accord. En plus, Makhachev, il a le style lutteur, le style qu'a Ousmane, le style qu'a un Covington. Alors, il y a des nuances, bien sûr. Makhachev est un très bon striker aussi. On l'a vu dans son combat contre Volkanovski. Mais je pense que si on devait faire un choix, Leon Edwards a plus de chances de battre Makhachev que Chimaev. Parce que déjà, Chimaev va être très puissant, très robuste. Après, Edwards peut faire durer le combat et on sait, Chimaev, quand le combat dure, c'est pas forcément facile. Mais je suis d'accord avec Bonical, je peux me tromper bien évidemment. Je pense que Leon Edwards a plus de chances de battre Makhachev que Chimaev. Maintenant, écoutez, ces combats n'auront peut-être jamais lieu. J'ai vu qu'il y avait une rumeur d'un Makhachev-Gedji à l'UFC 300, puis Edwards a dit qu'il défendrait sa ceinture. On pense contre Bilal Mohamed, maintenant tout peut arriver. Je voulais revenir sur les propos de Joe Rogan, j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, qui disait voilà que quand tu es un combattant UFC, un combattant de MMA, si tu ne combats pas à l'UFC, tu loupes quelque chose parce que personne te regarde, les autres ligues n'ont pas assez d'audience, etc. Et ben on a Corey Anderson, ancien combattant UFC, maintenant combattant au Bellator, alors il a dû passer au PFL depuis forcément. Il explique voilà, moi j'ai passé des années dans le top 10, j'ai même été dans le top 5, j'ai fait beaucoup de combats à l'UFC, et honnêtement je pouvais pas vivre de mon sport alors que j'étais un des top athlètes, et ça c'est vrai. Il était tout là-haut dans la catégorie des lourds légers, Corey Anderson. Il dit ouais, j'étais obligé de travailler, ma femme était obligée de travailler, mon premier combat à l'UFC, j'ai fait que 16 000 $. Il dit voilà, j'ai passé 10 ans j'ai passé 10 ans à l'UFC, j'ai fait plus de 15 combats là-bas, c'est vraiment énorme. Et il dit voilà, malgré ça, j'étais obligé de travailler à côté, donc j'aime bien Joe Rogan, je respecte ce qu'il fait, mais il faut aussi qu'il comprenne que nous, on a besoin de manger. Il dit quand je suis arrivé au Bellator, en un combat, j'ai fait 5 fois plus que ce que j'aurais pu faire à l'UFC. Donc forcément, ça m'a fait réfléchir. Aujourd'hui, je suis concentré sur ma carrière et ma famille est à l'abri. C'est ce que j'avais dit, et Joe Rogan le sait. Je pense que Joe Rogan, quand il a dit ça, il n'a pas parlé d'un point de vue financier. Il a parlé d'un point de vue pour le palmarès, pour l'histoire. C'est vrai que pour l'histoire, moi je l'ai déjà dit, je pense que quand tu es combattant MMA, ton but ultime, c'est d'être champion à l'UFC. Maintenant, la vie fait que parfois, tu as besoin d'argent et tu vas aller combattre ailleurs. Je le comprends entièrement, mais voilà, avoir l'avis de Corey Anderson, c'est toujours très intéressant. Moi, je savais pas qu'il avait besoin de travailler à côté, parce qu'Anderson, c'est un mec, on l'a vu pendant des années dans la cage, on l'a vu faire des beaux résultats, parfois gagner, parfois perdre, mais quand même, c'était un nom qui était connu. Je pensais que le gars vivait des arts martiaux mixtes, et bah, c'était pas le cas. Donc, on comprend aujourd'hui son move, j'ai envie de dire, au Bellator. Daniel Cormier nous explique qu'il a parlé avec la team de Dricus du Plessis et qu'il pense vraiment que Sean Strickland va être un combat facile, entre guillemets. Il dit moi honnêtement quand j'ai vu ce qu'a fait Strickland à Adesanya, je comprends pas comment tu peux penser ça. Alors moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de voilà, ils ont envie de faire monter Sean Strickland, ils ont vu qu'on pouvait l'irriter, qu'on pouvait peut-être le faire sortir un peu de son game plan. Donc je pense qu'ils vont y aller avec des petites attaques comme ça. Maintenant Dricus du Plessis niveau trash talk que je suis pas forcément fan. J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment partie de lui. Alors peut-être qu'il joue un rôle face à Sean Strickland. Mais moi, c'est un combat. Alors je l'ai déjà dit, il y a un an, on m'aurait dit combat pour la ceinture, du Plessis contre Strickland, j'aurais rigolé. Mais en fait, aujourd'hui, c'est tellement des styles atypiques les deux que j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la cage. On a Paul Felder qui relance un vieux débat, mais débat que j'aime bien quand même, c'est le débat sur les doubles champions. Il dit voilà, Conor McGregor c'était une superstar, Daniel Cormier il méritait parce qu'il avait battu tous les contenders chez les moins de 93, Amanda Nunes n'en parlons pas, elle l'avait mérité aussi, mais aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde veut être un double champion sans forcément l'avoir mérité. Je lui donne raison, McGregor c'était une superstar, sportivement je trouve, je l'ai déjà dit qu'il méritait pas, il aurait mérité de défendre sa ceinture encore et encore avant de pouvoir monter. Maintenant l'UFC l'a poussé, on connaît l'histoire, on va pas la refaire. Médiatiquement c'est sûr qu'il avait gagné ce droit-là, sportivement peut-être un peu moins. Daniel Cormier il avait perdu que contre John Jones, faut se remettre dans le contexte. Donc oui il avait mérité Daniel Cormier selon moi, Amanda Nunes n'en parlons pas, a roulé sur tout le monde. Et oui, aujourd'hui en effet les mecs ils prennent la ceinture, ils parlent déjà de la double ceinture, ils l'ont défendu une fois, ils veulent déjà être double champion.
Moi, je comprends. Pour ton histoire, pour ta carrière, t'as toujours envie de plus. Et puis, il faut demander, ils ont raison. Mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui, c'est toujours un petit peu précipité. Mais je peux pas en vouloir au gars. Quand tu vois que Conor McGregor, il a pris la ceinture, il est monté tout de suite, bah forcément, ça a donné des idées à tout le monde. Mais tout le monde n'est pas Conor McGregor. Maintenant, TJ Dillashaw a posté une photo sur les réseaux sociaux où il semble massif, mais il semble aussi affûté. Et il a dit voilà, en gros, j'ai planté les graines l'année dernière, aujourd'hui on va passer à la récolte, restons patients. La patience paye. Donc tout de suite, on se demande s'il va pas faire un retour à la compétition. Alors moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Il avait l'épaule qui était complètement flinguée, il a eu je sais pas combien d'opérations. Il avait dit lui-même, c'est mon corps qui me dit d'arrêter. Il arrive à, je sais pas, il a peut-être 37, 38 ans, TJ Dillashaw aujourd'hui. Pour un poids coq, c'est vraiment vieux. Ce qui faisait son style, c'était sa rapidité, sa vivacité. Forcément, aujourd'hui, à 37, 38 ans, t'as perdu un peu tout ça. Moi, j'espère pas le revoir revenir à l'UFC. Ça a été un de mes combattants préférés. On met de côté l'aspect dopage, son style, sa façon de bouger, ses angles de frappe, le fait que ce soit un combattant complet, hein, pas seulement un striker. Moi, j'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup suivi pendant sa carrière. Là, il était sur le déclin à la fin, très franchement, sa perte de poids. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre la photo de sa perte de poids contre Cerudo. Je suis retombé là-dessus l'autre jour. Il était squelettique. Les histoires de dopage, ça lui a fait vraiment très mal. Et puis voilà, la défaite contre Sterling. Je pense que voilà, c'est le moment d'arrêter. Alors, est-ce qu'il va revenir faire que du grappling? Peut-être, vous savez, des compétitions de grappling, le Fight Pass, l'invitation du Fight Pass, les choses comme ça, pourquoi pas. Faire de la boxe anglaise, bon, il n'y aurait rien à en attendre. Après, je dis ça, mais je regarderai quand même. Maintenant, voilà, Dillashaw à l'UFC, j'espère pas parce que ça risque de peut-être très mal se finir pour lui. Et puis on apprend grâce au site de BJPen, qui est un site fiable, hein, bjpen.com, site d'information MMA, que Dana White aurait déclaré qu'il va nous annoncer plus de combats pour l'UFC 300 la semaine prochaine. Donc écoutez, il y a beaucoup de rumeurs, donc espérons qu'on en sache plus. On a Colby Covington entre 2-3 insultes, hein, je les relève même pas parce que je trouve que ça devient ridicule et il s'en est pris un peu à Paddy Pimblett, à Michael Chandler, etc. Mais on a appris qu'il voulait se lancer en politique et pourquoi pas devenir gouverneur de Floride. Donc j'avais dit il y a quelques semaines que Tito Ortiz avait été en politique en Californie. Colby Covington, bah écoutez, il est proche de Donald Trump, alors peut-être que ça se fera. Et puis j'ai pas fait de minute box aujourd'hui parce que j'avais qu'une seule info, c'était que Gervonta Davis est devenu musulman et il a changé de nom tout comme Mohamed Ali. Il s'appelle maintenant Abdul Wahid. Alors écoutez, je m'excuse pour les écouter, il y a un auditeur qui m'a fait remarquer, ouais tu dis souvent bah écoutez ou écoutez, mais c'est vrai que c'est un tic de langage que j'ai, et quand tu parles au micro comme ça, bah tu t'adresses à tout le monde. J'essaye de gommer mes tics de langage petit à petit, mais c'est pas forcément facile, surtout en fin d'épisode comme ça, quand j'ai essayé de faire attention tout au long, et là à la fin je me lâche, désolé. Donc il a changé de nom. Est-ce que ce sera son nom dans le ring, le nom qui sera affiché? Je ne sais pas. Mohamed Ali, on se rappelle surtout de Mohamed Ali, on a un peu oublié Cassius Clay. Je sais pas, mais voilà, c'est une petite info que je vous glisse comme ça. C'est le moment de la minute auditeur. Minute auditeur que je commence avec Jordan Herman qui me dit Alex Pereira sera contre Jamal Hill, il a dit qu'il n'irait pas en poids lourd pour le moment. Ouais, alors je sais pas si je l'ai dit hier, mais si c'est ça, j'ai oublié, mais il a dit en effet que pour l'instant il était concentré sur les lourds légers et que s'il y avait une opportunité de monter et qu'il pouvait le faire intelligemment, qu'on lui laissait le temps de prendre le poids, etc., il le ferait. Donc je suis entièrement d'accord avec toi, puis c'est bien. Jamal Hill, il avait laissé la ceinture, maintenant il faut savoir qui est le vrai champion. Ensuite, j'ai Vincente Mata qui me dit Chandler, il veut tellement son combat contre McGregor que même si c'était en light heavyweight, il y aurait été. Je suis entièrement d'accord, ça fait 1 an qu'il attend, il veut son gros paquet d'argent, il veut son combat contre McGregor, et puis voilà, après tu me dis à voir ce que ça va donner, parce que Chandler s'entraîne depuis plus d'1 an sans discontinuer, alors que Conor, c'est plutôt la fête. Je suis d'accord avec toi. Le coup de McGregor, j'ai l'impression que il a peut-être pensé faire mal au moral à Chandler en lui disant ouais, on va aller chez les poids moyens, parce que Chandler, ça fait peut-être 1 an qu'il fait attention à son poids, attention à ce qu'il fait, en se disant ouais, faut que je sois prêt à faire le poids en poids léger, peut-être welter. Et là l'autre il dit ouais, on va y aller en poids moyen. Peut-être Chandler il se dit peut-être ouais, attends, lui il abuse, il fait la fête depuis 1 an, moi je m'entraîne, puis c'est encore à moi d'aller chercher du poids. Bon, je sais pas, mais en tout cas il veut l'argent, donc il va y aller. Ensuite, on a un autre commentaire. Alors, je suis désolé, ton nom s'est effacé, mais tu te reconnaîtras. J'ai fait un screen, mais j'ai fait un screen trop bas. Tu me parles de Joshua, du combat de Joshua, et tu me dis, ouais, il s'est déjà fait battre 2 fois par Usyk, et si Fury bat Usyk, ça sent vraiment mauvais pour lui. Tu me dis, Ngannou, bonne idée financièrement, mais sportivement parlant, il faut se méfier. Depuis son combat contre Fury, il a gagné de la légitimité dans le cœur des fans, et a prouvé que le gars est plus solide que ce qu'on pensait. Et tu me dis, Ergovic, encore une fois, désolé pour la prononciation, est le plus mauvais combat financièrement parlant, même s'il commence à se faire un nom. Sportivement, je pense clairement que cela serait sur la lignée de sa victoire face à Otto Wallin. Il ne peut pas revenir comme ça du jour au lendemain dans un combat pour le titre, surtout après 2 défaites contre Usyk. Donc patience, et une victoire contre Ergovic pourrait le relancer.
Bah écoute, tu connais mieux la boxe anglaise que moi, visiblement, je te fais confiance. Mais oui, je suis d'accord que peut-être que tout de suite se prendre un Usyk ou un Fury, c'est peut-être une marche un peu trop haute pour lui. Et puis tu me dis concernant Nurmagomedov, Oumar Nurmagomedov, comme je l'avais dit, je crois, tu en avais parlé la dernière fois où il se plaignait de ne pas avoir d'adversaire. Quand tu as ton frère champion du Bellator qui s'est fait contrôler positif après son dernier combat contre Primus, qui n'est pas tout blanc non plus, je pense d'ailleurs, à une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage, et que tu t'entraînes dans la même team que lui, bah forcément il y a des suspicions. Et ouais, je suis d'accord avec toi, de plus en plus je vois des choses passer sur les réseaux comme quoi les Dagestanais seraient dopés, et ce matin j'ai encore vu une photo de Makhachev de dos en train de contracter, j'avoue il était impressionnant, et le gars disait ouais tu peux pas me faire croire que ce gars-là n'est pas dopé. Écoute, je sais pas du tout ce que ça va donner, est-ce qu'on va finir par trouver un adversaire à Oumar Nurmagomedov? Je le pense, hein, très honnêtement. Et puis je l'espère pour lui parce qu'il est pour l'instant dans la cage, on va dire il s'est pas fait chauffer pour dopage, dans la cage il délivre. Ton nom c'est Adrien8353, voilà, je viens de retrouver pendant que je parle. Donc merci pour ton message qui était long, qui était détaillé. Et puis voilà, bah, Oumar, j'espère qu'il trouvera, oui, les suspicions de dopage sur sa team, il y en a de plus en plus. Est-ce que ce sera prouvé pour lui personnellement un jour? Je ne sais pas, j'espère qu'il est clean. Maintenant, voilà, de plus en plus de soupçons. Et puis Joshua, on verra ce que l'avenir lui réserve. Attention à pas griller les étapes, hein, il a déjà eu une mauvaise période il y a quelques années, il faudrait pas retomber là-dedans, il faudrait mettre toutes les chances de son côté, je pense en tout cas. On passe à l'auditeur suivant, qui est le dernier auditeur, Mardok Sheyaku, excuse-moi si j'écorche ton nom, qui me dit Anthony Johnson a combattu dans 4 catégories différentes. Parce qu'hier, je disais que McGregor, s'il combattait en moyen, ça deviendrait le 3e combattant UFC. Alors écoute, j'ai été vérifié, Johnson en effet il a fait welter, il a fait moyen, lourd léger sur la fin, il a fait un combat contre Andrei Arlovski en lourd, mais c'était pas à l'UFC, c'était dans une autre organisation, de ce que j'ai vu en tout cas, donc c'est pour ça je pense qu'il ressortait pas sur le post que j'avais vu, mais oui, Anthony Johnson, légende aussi des sports de combat, malheureusement décédé aujourd'hui, qui a arrêté sa carrière comme ça d'un coup, on n'avait pas trop compris, Anthony Johnson, on n'oublie pas, mais voilà, c'est la raison pour laquelle il n'avait pas été cité, c'est parce qu'apparemment son combat en poids lourd n'était pas à l'UFC. On est arrivé au bout de l'épisode, plus de 20 minutes, c'était un bel épisode aujourd'hui. Demain, je pense pas qu'on se retrouvera, hein, c'est la fin des vacances, vous le savez. On revient lundi avec de l'actu toute fraîche, et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. N'hésitez pas à liker, ça me soutient, à en parler autour de vous, à commenter, moi je reviens dans la Minute Auditeur. Et puis écoutez, bientôt une nouvelle image de fond qui arrive, alors va y avoir une image de fond fixe, et puis un peu plus tard il y aura une image de fond animée, donc voilà, ça fait vivre un peu l'émission, ça va apporter un peu de plus-value. Là, l'image que j'ai actuellement, je l'ai faite moi-même avec les moyens du bord, avec mon peu de connaissances en informatique, j'ai envie de dire. Mais voilà, peut-être semaine prochaine une nouvelle image, puis j'espère plus tard dans le mois, peut-être en février, avoir une image avec des animations, un truc vraiment qui rend la chose plus interactive, plus belle à regarder. Donc je vous remercie toujours de suivre et je vous dis à la prochaine, 17 h. Passez une bonne soirée, salut!